la seule option éprouvée, fiable, qui nous permet d'assurer un niveau de service du niveau attendu. On veut un niveau de service à ce qu'on appelle à 99% du temps. C'est les systèmes caténaires. Ce qui nous intéressait tout particulièrement, c'était le design des stations pour qu'ils soient adaptés à la nouvelle mobilité, à une mobilité plus durable. Le REM, c'est 67 km. C'est 26 stations. C'est un tout premier métro léger automatisé ici au Québec, à Montréal. Dans ce balado, on vous donne accès aux coulisses de ce grand projet et au moment historique de sa mise en service. Je m'appelle Jean-Vincent Lacroix, je suis directeur des communications chez CDPQ Infra, mais avant tout, un grand passionné de transport et d'infrastructure. Bienvenue à Prochaine Station. Alors aujourd'hui, à Prochaine Station, on lance cette série balado en parlant du REM, mais surtout un épisode consacré aux métros, mais pas n'importe lequel, les métros légers. On va en parler en détail et on va surtout faire le pont avec toute la question d'électrification des transports. Les gens qui ont suivi le projet du REM le savent, le REM, c'est un projet 100% électrique. On va donc parler de métro, on va parler d'électrification et tout ça avec deux invités. On va en parler avec Julien Hurel, qui est directeur système de transport chez CDPQ Infra, qui est notre premier invité, qui a une longue feuille de route, qui a travaillé sur des projets au Mexique, à Hong Kong, Brisbane, Dubaï, Londres et même plus récemment à Toronto. Et pour la deuxième partie de l'émission, là, on va vraiment creuser la question de l'électrification du transport avec Sarah Hood, qui est PDG de Propulsion Québec. En fait, Propulsion représente toutes sortes d'entreprises, petites, grandes et moyennes, dans l'univers de l'électrification du transport. Ça sera pour la deuxième partie du balado. Mais tout d'abord, comme je le disais, on accueille Julien Hurel ici pour parler de métro. Alors, bonjour Julien, bienvenue à la Prochaine Station. Bonjour Jean-Vincent, merci. Merci de votre invitation. Bien, grand plaisir. Et Julien, j'ai nommé un peu ta feuille de route, tu as travaillé sur de multiples projets. D'abord, la question peut paraître simple, pourtant c'est la base. Quand on parle du REM, on dit toujours que c'est un métro léger. Au Montréal, on est habitué de la notion de métro, mais là, quand j'y ajoute léger, peux-tu nous dire, le b.a.-ba, qu'est-ce que c'est un métro léger? Alors, le métro léger se définit par la capacité. On fait effectivement dans le métier une distinction entre le métro léger et le métro lourd. Okay. Quand on parle de métro léger, généralement, on parle d'une capacité passager par heure et par direction aux alentours de 10-15 000 passagers par heure et par direction. Au-delà de 15-20 000, effectivement, on commence à parler plutôt de métro lourd. Donc la distinction physique, elle se représente essentiellement par le nombre de voitures que vous pouvez voir et donc la longueur des quais aussi des stations. Donc, c'est des voitures qui sont moins longues qu'un métro. Par exemple, tu as nommé un métro lourd. Le métro de Montréal conventionnel que les gens utilisent, c'est un métro lourd. Donc, plus de passagers. Métro léger, c'est plus court. Sinon, est-ce qu'il y a des similarités en termes de fréquence, d'heures? Le reste, on parle de la même chose. On parle de la même technologie. On parle des mêmes fréquences. Après, tout dépend effectivement de ce qu'on veut en faire et des besoins. Mais la technologie, les solutions utilisées sont exactement les mêmes. Donc, c'est réellement une problématique de capacité et donc de nombre de voitures. Je me rappelle quand on a commencé à écrire le premier communiqué de presse en 2016 pour annoncer le REM, à l'époque, on s'était dit, ou on nous avait dit, techniquement, il faut parler d'un SLR, un système léger sur rail. Ça n'a pas du tout collé, personne n'a utilisé ce terme-là, tout le monde a dit, c'est le train de la caisse, un nouveau train électrique. Par la suite, on s'est dit, bon, maintenant, on va essayer de faire vivre, c'est quoi l'expérience? Donc, on ne se trompe pas. Aujourd'hui, l'expérience, au-delà du nombre de personnes, c'est une expérience de type métro, en fréquence, en vitesse. Tout à fait. Tout à fait. On parle bien d'un métro automatisé. Je dirais que tous les métros sont automatisés aujourd'hui. La question ensuite, c'est quel niveau d'automatisation on utilise. Quel niveau d'automatisation on utilise pour le REM? Est-ce que c'est un niveau élevé? Alors, sur le REM, on utilise le niveau le plus élevé. Okay. Donc, il y a 4 niveaux d'automatisation qui ont été définis. Donc, il y a des normes qui régissent un peu tout ça. Sur le REM, on appelle le niveau numéro 4, donc en anglais, le Grade of Automatization Number 4, GOA4, on dit dans notre jargon. Et ça implique que c'est un métro où il y a strictement aucun personnel, aucun conducteur sûr, mais pas de personnel non plus à bord. Tout est centralisé depuis un poste de contrôle qui se trouve sur le REM, qui se trouve à côté de la station Brossard, sur la rive sud. Donc, quand tu dis automatisation le plus élevé, tu l'as dit, il n'y a pas de chauffeur.
Quand on a communiqué, là, je me rappelle, on disait c'est 100% automatisé. Tout de suite, il y avait cette perception-là. Donc, il n'y a pas de chauffeur. Donc, qui s'occupe de nous à bord? Il y a un peu cette perception-là de dire, bien, si j'ai personne à qui me référer, même si dans le métro, on ne le voit pas nécessairement, le chauffeur, mais on sait qu'il est là, ça nous rassure. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour la sécurité? D'un point de vue sécurité, ça ne change rien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les niveaux d'automatisation que je viens de parler, donc les 4 niveaux, il y a le niveau numéro 1 qui est justement qui porte sur la sécurité, donc qui couvre la sécurité. Le fait qu'il y ait un conducteur ou pas, ça ne change pas. C'est justement la sécurité, elle vient là pour pallier aux erreurs potentielles du conducteur. Okay. Donc, et ce que je veux dire par là, c'est par exemple sur un niveau 1, on va s'assurer que le train ne puisse pas dépasser la vitesse maximum sur un tronçon donné. On va s'assurer que le train ne puisse pas s'approcher trop proche d'un autre train ou dévier sur une aiguille. Donc les aiguilles, c'est ce qui nous permet de passer d'une voie à l'autre s'il n'y a pas l'autorisation. Donc c'est tous ces aspects sécuritaires qui sont gérés donc, au niveau 1 avec ou sans conducteur. OK, donc, admettons qu'il y a un conducteur, il y a quand même un type d'intelligence artificielle, on va dire, qui va générer certains paramètres pour éviter des accidents automatiquement. Peu importe qu'il y ait un chauffeur ou pas, ça, c'est un niveau 1. Tout à fait, c'est ça. Et ensuite, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, et notamment sur le métro de Montréal, c'est du niveau 2. C'est-à-dire un niveau où le conducteur, effectivement, est là, mais va faire des activités très minimes du genre ouverture de porte ou fermeture de porte. Après, tout le système, la marche du métro même, elle est tout automatisée. Donc c'est pour ça qu'un métro, aujourd'hui, il n'y a pas de métro qui n'est pas automatisé. Ça n'existe pas. Donc tous les métros sont automatisés. Après, la question, c'est quel niveau on souhaite mettre. Et sur le REM, effectivement, nous avons décidé de mettre le niveau le plus élevé pour des considérations qui sont multiples. Là, si, admettons, on se dit que ce réseau-là est intelligent, est-ce qu'il peut même s'adapter? Par exemple, une journée où il y a plus d'achalandage ou par exemple, il y a une partie des Canadiens qui finit très tard le soir, tout le monde sort du Centre Bell, gros engorgement. Est-ce que la fréquence, le passage peut varier? Complètement. Et de manière totalement centralisée. Donc, on est capable de... En fait, sur le REM, on sera capable de faire 2 choses. On sera capable de rajouter des véhicules et donc de réduire l'intervalle entre les véhicules. Et on sera aussi capable de rajouter des wagons, des voitures, puisqu'on a une option donc, de ce qu'on appelle unité simple avec 2 wagons ou unité multiple avec 4 wagons qui s'accoupleront de manière automatique et qui permettront effectivement rapidement d'augmenter la capacité. Est-ce qu'on peut utiliser, parce que là, c'est très tendance à parler d'intelligence artificielle, mais est-ce qu'on touche un peu à cette notion-là, c'est-à-dire d'un système qui s'auto-régule, qui est toujours en train de s'ajuster pour respecter un horaire, respecter une vitesse? Alors, j'irai pas jusque-là. Okay. On a des systèmes qui sont éprouvés. Okay. On n'est pas effectivement dans les nouvelles technos avec effectivement l'intelligence artificielle. Je dis pas qu'on n'y arrivera pas demain. Ça pourrait être la suite. Ça sera certainement une des suites, soyons clairs. Mais à la date d'aujourd'hui, on parle réellement de systèmes complètement éprouvés, donc avec une technologie qui est sécuritaire. Mais j'aime ça parce que tu dis éprouvé, puis ça veut dire donc que ça fait quelques années déjà que ça roule des systèmes comme ça. Donc à Montréal, on n'arrive pas avec la tendance nouvelle qui n'a jamais été testée. Là, on arrive avec un système quand même qui a fait ses preuves. Écoutez, les premiers systèmes de métro niveau 4, donc sans conducteur, ils sont apparus en 1981 dans le nord de la France, à Lille, et puis au même moment à Kobe au Japon. Et puis ici au Canada, mine de rien, le SkyTrain, c'est depuis 1985. Donc des systèmes 100% automatisés, sans conducteur. Mais là, j'imagine que ça s'améliore à chaque année. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on n'utilise pas la même technologie qui était utilisée dans les années 80. On a des systèmes qui sont effectivement plus fiables et plus performants. La grande question aussi qu'on a eue à maintes reprises, c'est pourquoi pas un tramway? Les gens ont une vision aussi à travers le monde, aussi d'ailleurs, de différents tramways qui desservent très bien, qui sont facilement accessibles aussi. Dans le cas, qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi les principales différences? Mais on ne cherche pas à faire la même chose avec un tramway. Alors déjà, la capacité, ce n'est pas la même. Hein. On est bien en dessous des 10 000
passagers par direction et par heure avec un tramway. Et puis, la grosse différence, ça va être l'insertion du système dans l'environnement. Un tramway, on fait en sorte d'avoir une insertion mixte, c'est-à-dire on mixe le réseau avec les voitures. Avec les rues, les voitures. On essaye effectivement de s'intégrer au mieux. Un métro, la spécificité du métro, c'est qu'on est réellement sur un couloir complètement fermé, complètement indépendant. Et c'est bien la spécificité principale. Donc, j'imagine que ça va plus vite parce que tu n'as pas à attendre la voiture, tu n'as pas à attendre un feu de circulation, c'est en ligne droite. C'est exactement ça. Tu as tout dit. Mais c'est intéressant parce que des fois, il y a la technologie, mais il y a le bénéfice. Donc, la technologie est là pour ultimement servir quelqu'un qui va l'utiliser. Plus il y a de bénéfices, j'imagine, puis c'est ça l'intérêt, c'est que plus il y a d'usagers. Tout à fait. Donc, et c'est là l'intérêt du REM, c'est qu'effectivement, on a un système qui est capacitaire, qui va servir le passager avec une qualité de marche, donc du confort, en termes de, comment on pourrait appeler ça, de respecter effectivement les horaires, c'est beaucoup plus précis. Et on pourra effectivement fournir le service optimum. Un point aussi, là, parce qu'on parlait des grandes questions, il y a beaucoup la question du tramway, il y a aussi l'hiver. On le sait, on est au Québec, on est à Montréal, il y a des hivers rigoureux. Quand les gens ont vu qu'un métro avec le REM circulait à l'extérieur, contrairement à notre métro qui est souterrain, les gens, quand même, à juste titre, posaient beaucoup de questions. Est-ce que ça va fonctionner? Donc, je te pose la question, Julien, est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce qu'on a fait pour s'assurer là, qu'on fait face aux hivers québécois? Alors, on parle, dans ce domaine-là, on parle d'hivernisation, effectivement, des systèmes. Donc, on regarde bien évidemment le matériel roulant, mais pas que le matériel roulant, c'est tous les systèmes à la voie ou même dans les stations qui vont devoir être regardés. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est que chaque système doit être qualifié, donc avec des tests, pour tenir une plage de température. Sur le REM, il faut savoir que la plage de température qui est spécifiée dans le contrat, c'est du moins 38 à plus 38 degrés. OK. Donc, chaque système doit démontrer effectivement des performances dans cette plage de température. Si ce n'est pas possible, on met des systèmes, on met par exemple des composants, on va les mettre dans des coffrets isolés, on va trouver des solutions effectivement pour répondre à l'exigence. Et puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter des composants, des systèmes additionnels. Notamment, je parlais tout à l'heure des aiguillages. Sur un réseau comme le REM, les aiguillages sont équipés de réchauffeurs. Donc, des réchauffeurs au gaz qui vont permettre effectivement de s'assurer que les aiguilles ne restent pas collées avec la glace. On a des chasse-neige. Vous verrez sur les véhicules qui circulent en ce moment qu'à l'avant, il y a un chasse-neige pour s'assurer que la voie est dégagée à chaque passage de véhicule. On a notamment au niveau des porte-palières des stations, donc les porte-palières, ce rideau de deux portes qui permet de protéger chaque passager à la voie, vers la voie. On a des seuils chauffants. Donc, c'est chauffé pour éviter que la glace vienne empêcher l'ouverture des portes. Là, tu as nommé un mot très intéressant, là, parce que moi, tout ce qu'il y a derrière les portes palières, tu en as dit un peu, c'est un peu comme des portes, en fait, qui sont dans la station. C'est donc, les gens n'ont pas accès à la voie. Quand ils attendent, ils sont protégés du vent, des intempéries, de la pluie. Et ces portes-là, vitrées de la station, vont s'ouvrir en même temps que les portes de la voiture, comme un double système de portes. Mais ces portes palières-là, c'est une première au Québec. Là. À mon sens, même au Canada, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de systèmes en Amérique qui ont des portes palières ou très peu. Il y en a peu. Il y en a installé, donc, notamment sur la ligne de l'aéroport de Toronto. Ils ont mis ce type de système. Mais effectivement, c'est un système très important pour la sécurité, bien évidemment, des passagers, pour le confort des passagers, puisque pendant l'hiver, vous êtes protégé effectivement de l'environnement extérieur, et puis pour permettre effectivement l'opération d'un métro sans conducteur en toute sécurité. On m'avait dit aussi, ça peut avoir l'air anecdotique, mais même on ne peut pas échapper d'objets sur les voies. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on entend quand le métro est en panne, tout ça, ça se peut que quelqu'un a oublié son cellulaire. Donc ça aussi, ça finit par aider à la fiabilité du réseau. On ne va pas arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui a échappé un cellulaire sur la voie.
Tout à fait. Et c'est une des raisons pour laquelle le produit même des porte-palières est très populaire, était très populaire en Asie pour des questions justement d'énergie, pour sauver l'énergie dans les stations en termes d'air conditionné, et puis devient très populaire aujourd'hui un peu partout, et notamment en Europe, pour ces questions-là. Tu m'amènes là, puis je voulais t'entendre sur les tendances mondiales. Est-ce que tu considérais que le métro léger, surtout le volet automatisation, c'est une tendance qui est en grande expansion à travers le monde? Est-ce que c'est un choix technologique qui est de plus en plus populaire? Alors, complètement. Aujourd'hui, comme je disais, tout montre que le niveau 4, donc le niveau le plus automatisé, le niveau qui est aujourd'hui le plus recherché, donc il y a plus de 50% des appels d'offres métro aujourd'hui dans le monde, c'est du GOA4. En Chine, c'est pratiquement 100%, pour être clair. Donc, c'est réellement la tendance. Il y a moins de 10 ans, effectivement, c'était un tiers simplement. Écoute, merci beaucoup, Julien. C'était très éclairant. Je pense que tu mets bien la table sur l'ABC du REM, puis c'était l'objectif. On va continuer avec notre prochaine invitée, Sarah Hood, qui va joindre, parce qu'il y a un volet qu'on n'a pas encore touché parce qu'on attendait, Sarah, c'est l'électricité. Donc, on sait que c'est le mode de propulsion préconisé pour le REM, 100% électrique. Donc, on veut creuser cette question-là. On fait un pont musical et on revient à Prochaine Station. Magnifique. Donc, de retour à Prochaine Station, on continue la conversation avec Sarah Hood, qui est PDG de Propulsion Québec. Bienvenue à Prochaine Station, Sarah. Merci. Sarah, ce qui est intéressant aussi à travers ton rôle chez Propulsion Québec, c'est que tu étais déjà à Propulsion Québec lorsqu'on a annoncé le REM en 2016. Donc, je veux faire un petit retour en arrière. À l'époque, on revient, c'est quoi la réaction à l'arrivée du REM? Puis surtout, quel rôle Propulsion Québec et surtout toi, tu as joué avec l'arrivée d'un projet comme ça assez important en termes d'électrification de transport? Plus exactement, on a débuté Propulsion Québec en 2017, mais on était quand même très présent au tout premier balbutiement, là, au tout premier mois. Okay. Évidemment, nous, le projet du REM, c'était une annonce de grands projets collectifs qui, en plus, seraient électriques. Donc, c'était évidemment une très, très bonne nouvelle qui, on l'espérait, allait faire un effet domino, allait contaminer les citoyens, les autorités également pour que ces projets-là se multiplient. Ça faisait un bon moment. Au Québec, on n'avait pas eu de grands projets de transport collectif à cette époque-là. Donc, c'était vraiment une belle nouvelle. Nous, chez Propulsion Québec, ce qui nous intéressait tout particulièrement, c'était le design des stations pour qu'ils soient adaptés à la nouvelle mobilité, à une mobilité plus durable qui favoriserait ou qui privilégierait, qui donnerait un avantage à ceux qui viendraient aux stations en transport actif, en transport collectif ou en transport partagé. C'était une priorité pour nous de faire valoir ces arguments-là auprès des équipes du REM, mais c'était déjà, je pense, pour les équipes, une priorité. C'était déjà très, très reconnu. On n'a pas eu beaucoup d'argumentaires à déballer là, pour convaincre. Donc d'avoir également des bornes de recharge en station pour ceux qui allaient venir en véhicule électrique. Mais c'était vraiment de donner priorité là, à ceux qui allaient venir en autopartage, par exemple, de s'assurer qu'on aurait des stations Bixi, qu'on aurait du vélo-partage, mais aussi des espaces pour ceux qui viendraient avec leur propre vélo. Aussi penser à la mobilité à la demande. Donc, de s'assurer là, que les débarcadères, par exemple, allaient permettre aux véhicules autonomes de pouvoir faire descendre des gens. Donc, c'était vraiment dans cet esprit-là qu'on avait contribué à l'époque. Oui, puis les gens qui vont utiliser le REM vont le constater, c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir des bornes électriques, on ne va pas juste avoir de la place pour les automobiles, l'auto-solo, il y aura aussi pour le covoiturage. Donc, c'était bien. Donc, tu as suivi toutes les étapes du projet. Je reviens aussi en arrière sur un point que tu avais sans doute remarqué à l'époque. En 2016, on disait le réseau électrique métropolitain. Ça a été ça jusqu'en 2018. En 2018, on s'est posé la question avant la première pelletée de terre, ce qui allait officialiser le nom pour le restant de nos jours. On a décidé de faire le réseau express métropolitain. Puis, je voulais revenir sur un peu cette décision-là parce que les décideurs, à l'époque, on avait consulté les gens, on se disait, est-ce que c'est un facteur différenciateur de dire qu'on est électrique en 2018? Ça nous semblait tellement aller de soi qu'on n'allait pas revenir en arrière. C'est l'électricité, le futur. Donc, c'est pour ça qu'on est passé à l'express pour dire aux gens, ça va être aussi vite. Pas juste électrique, c'est vite aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à un certain stade, l'électrification est devenue un peu la norme? C'est ça le futur? C'est définitivement ça, le futur, mais je dirais pas que c'est encore assez la norme
pour qu'on n'ait plus besoin d'en parler. On a encore besoin d'en parler. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tous les segments qui sont électrifiés. On est beaucoup sur le véhicule léger, sur la voiture, sur le véhicule individuel. C'est vraiment ça. C'est plutôt devenu la norme. On a des bornes, on a plusieurs modèles. Il y a toujours des problèmes d'approvisionnement chez les concessionnaires, mais de façon générale, la très grande majorité des grandes bannières, des grandes marques de voitures offrent un modèle électrique. Donc, au plan des véhicules légers, oui, c'est assez normalisé. Mais dans les autres segments, il y a encore beaucoup de travail à faire dans le transport de marchandises, par exemple. Ouais. Dans les véhicules spécialisés, des véhicules de flotte, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, moi, je travaille encore au quotidien à faire la promotion de l'électrification, là, particulièrement dans ces autres segments-là qui sont exactement le type de véhicule que nous manufacturons au Québec. Ben oui. À l'opposé de la voiture, parce que les voitures électriques, on les importe, mais les véhicules électriques de tout autre type, on les produit ici. Donc, mon travail, c'est de faire la promotion de l'électrification au bénéfice de l'économie du Québec, parce que ça garde nos emplois ici, ça contribue à l'économie d'ici. Puis, de faire ça, c'est également au bénéfice de l'environnement du Québec, parce qu'évidemment, on consomme de l'électricité verte d'Hydro-Québec. Julien, j'irai de ton côté maintenant pour parler du choix qui a été fait du côté du REM. Au niveau de l'alimentation électrique, on le sait, ça a été fait par caténaire. Donc, c'est un fil qui passe au-dessus des trains, au-dessus des voies avec des poteaux. Lorsque les gens l'ont vu, bon, il y a eu des questions. C'est pas esthétique, c'est pas joli, mais je voulais comprendre un peu d'où vient ce choix-là et qu'est-ce qui aurait pu être d'autre. Je sais qu'à Vancouver, c'est une alimentation au sol. Alors, qu'est-ce qui a mené à cette décision-là du côté du réseau express métropolitain? Écoutez, c'est vrai qu'on a regardé les différentes options. Il y a des options, mais il faut aussi prendre en compte les contraintes, et notamment ici à Montréal, ce sont les contraintes environnementales, la neige, la glace, pour être clair. Les solutions donc, du type Vancouver, 3e rail, ce n'est pas compatible avec l'environnement que nous avons ici à Montréal. Nous avons regardé aussi des options batterie, mais il y avait réellement là aussi encore des contraintes très particulières, notamment le fait que des batteries, c'est lourd, ça pèse du poids, et vous pouvez faire ça simplement sur des petites sections. Donc ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est rajouter du poids sur 80-90% du réseau pour optimiser potentiellement 10% du réseau. Et puis derrière, il y a aussi toutes les problématiques de mode dégradé, c'est-à-dire qu'un véhicule qui tombe en panne, comment je fais pour aller le remorquer avec un autre véhicule qui est sur batterie? Comment je dimensionne les batteries? Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, la seule option éprouvée, fiable, qui nous permet d'assurer un niveau de service du niveau attendu, on veut un niveau de service à ce qu'on appelle à 99% du temps, c'est le système caténaire. Puis dis-moi aussi, les gens des fois se disent, mais s'il y a une panne d'électricité, ça arrive, on le sait. Là, on en a eu, quand il y a une tempête, souvent les gens perdent l'électricité. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, sur un réseau comme sur le REM, on a de la redondance. Ce qu'on dit redondance, c'est qu'effectivement, on s'assure que les sous-stations, donc là où on amène l'énergie électrique, sont redondées. Si j'en perds une, il y en a une autre qui a été dimensionnée en termes de puissance au double nécessaire pour dire je vais couvrir la sous-station qui a été perdue. Et puis on a aussi des accords avec Hydro-Québec pour s'assurer effectivement qu'on nous amène un niveau de disponibilité accru. OK. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a comme deux sources d'électricité? S'il y en a une qui flanche ou qui brise, l'autre... C'est un peu ça. C'est-à-dire on a réellement un réseau qui fait que si je perds une source, j'ai une autre source qui va pouvoir reprendre de manière automatique. Sarah, Julien vient de parler des batteries. Est-ce que les batteries, c'est une solution qui est aussi populaire? Parce qu'il y a aussi des enjeux environnementaux aussi avec les batteries. Des fois, on dit, qu'est-ce que c'est les tendances avec ce développement du côté de la filière batterie? Bon, alors, en ce qui concerne les batteries dans n'importe quel type de véhicule, évidemment, il faut regarder l'approvisionnement, donc d'où viennent les matériaux, d'où viennent... ce ne sont pas tous les pays qui ont les mêmes standards en termes d'extraction minière. C'est pour ça qu'au Québec, on souhaite ardemment développer la filière batterie, parce qu'ici, au Québec, nos normes dans le domaine minier sont largement supérieures à celles de plusieurs autres pays qui fournissent les matériaux. On souhaite également développer, on travaille déjà sur un projet de traçabilité qui permettra vraiment de donner
une transparence aux batteries qui seraient produites au Québec là, quant à l'origine des matériaux. Il y a également la question du recyclage des batteries qui permettra de réutiliser les matériaux recyclés à un grade de batterie suffisamment élevé pour être réintégrés dans le cycle de production de nouvelles batteries. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait déjà au Québec. On a déjà une usine de recyclage lithium à Anjou, dans l'est de Montréal, qui recycle des batteries à 95 %, là, donc, qui est vraiment une solution très, très importante dans le cycle de vie. Ces batteries-là peuvent être utilisées dans tout type de véhicule. Il y a certains projets de train, effectivement, qui fonctionnent à batterie, certains qui fonctionnent à caténaire, certains qui fonctionnent sur des modes mixtes. Chacun a ses avantages et ses désavantages. J'ai également, juste hier, eu une présentation d'un projet extrêmement intéressant qui a lieu actuellement en Allemagne, mais qui a lieu aussi dans d'autres pays, notamment en Suède, sur des corridors autoroutiers de caténaires qui permettent à des camions lourds de parcourir de longues distances, donc à être alimentés en continu à l'électrique et qui peuvent se détacher du système de caténaire et poursuivre leur route avec un système hybride, là, que ce soit au diesel ou à d'autres sources d'énergie ou à batterie. Ouais. Ce sont des modèles qui sont très, très intéressants pour d'autres types de véhicules, pas juste le train. Et si on regarde les tendances, qu'est-ce qui se développe sur un horizon peut-être 25-30 ans, qu'est-ce qui est à observer du côté de l'électrification du transport, là, si on se projette? La prochaine étape, ce sera le développement de nouveaux segments. Comme je l'ai mentionné, le camionnage, donc les véhicules qui sont plus lourds, qui font de plus longues distances, les véhicules spécialisés au sein de flottes municipales, par exemple, les différents camions pour nettoyer les rues ou pour collecter les matières résiduelles qui vont s'électrifier. Donc, on va vraiment avoir de nouveaux segments s'électrifier. Donc, on verra aussi de nouveaux systèmes de recharge s'installer qui vont être beaucoup plus destinés aux flottes. D'ailleurs, Hydro-Québec a annoncé la semaine dernière un projet pilote pour des camions lourds, pour de la recharge de camions lourds. Donc, on va voir vraiment ces segments-là se développer. Nous, chez Propulsion Québec, on a publié des études là, qui montrent que ces segments-là vont croître là, de façon très, très, très importante là, dans les prochaines années. On va voir également beaucoup plus de connaissances et d'outils technologiques qui vont permettre d'optimiser la recharge parce qu'évidemment, plus on va s'électrifier, plus on aura de la demande en électricité, plus on devra bien gérer notre électricité, plus elle devient rare, cette électricité-là, puisque tout le monde en veut. On ne veut pas la gaspiller. C'est une ressource extrêmement précieuse. On ne veut pas non plus que le prix monte trop pour que ça devienne désavantageux. Donc, on doit vraiment bien la gérer. Donc, on va vraiment développer de l'expertise. Les gestionnaires de flotte vont vraiment devenir bien meilleurs à gérer leur énergie pour éviter de brancher, par exemple, tous leurs véhicules en même temps quand il fait vraiment froid à 5-6 heures le soir, là, quand tout le monde rentre à la maison. On va, je l'ai dit tantôt, là, les batteries aussi vont se développer pour ce type de véhicule-là, bien sûr. Donc, on va être capable de transporter des plus grosses charges sur de plus longues distances avec des batteries qui seront encore plus performantes. Et ce que je souhaite ardemment voir, ultimement, c'est vraiment l'électrification des grandes flottes. Les flottes de véhicules, c'est ce qui roule le plus. Ça roule beaucoup plus qu'un véhicule individuel qui est stationné en moyenne 95 % du temps. Un véhicule de flotte, c'est géré par quelqu'un qui souhaite que ce soit sur la route le plus possible. Donc, c'est vraiment ces véhicules-là qui émettent le plus de gaz à effet de serre et c'est vraiment ces véhicules-là qu'on veut pouvoir électrifier. Donc, les grands gestionnaires de flotte, privés, publics, vont vraiment faire la transition. Donc, c'est ce qu'on anticipe là, dans les prochaines années. Julien, je continue avec toi sur le futur du transport. Le transport, ça peut aller dans tous les horizons. Si tu regardes dans le futur un peu, qu'est-ce qui sont les grandes tendances, les technologies, qu'est-ce qui est à surveiller d'ici 25-30 ans? Écoute, je rejoins ce que vient de dire Sarah. Il faut décarboner le transport. Il n'y a pas d'autre option aujourd'hui. Et il y a deux lieux sur lesquels on doit se focaliser. Il y a l'intramuros, le centre-ville, et puis le suburbain, ce qu'on fait entre les villes. Si on regarde le suburbain, on regarde le Canada. Je regarde la ligne droite Québec, Montréal
Ottawa, Kingston, Toronto, c'est 800 km à peu près. La question qu'on se pose aujourd'hui, si je veux voyager sur cette ligne droite, j'ai le choix entre quoi? L'avion, la voiture et un train diesel qui n'est pas tellement performant. Donc la question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir effectivement apporter des solutions décarbonées? On parle ici effectivement de trains grande vitesse, essentiellement, pour pouvoir répondre à ce besoin. Après, sur le centre-ville, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Pour que les gens prennent le REM, le métro, il faut effectivement s'assurer qu'ils puissent aller là où ils veulent. Donc, comment je vais faire pour les aider à aller de la station de métro au lieu de travail ou au lieu d'habitation? Le Bixi est une solution. C'en est une, hein. Faut pas, je le prends tous les jours et ça marche très bien. Mais on doit être capable d'amener d'autres solutions. La voiture électrique pour Monsieur Tout-le-Monde ne peut pas être la solution pour les centres-villes. C'est pas viable sur le long terme. Donc il va falloir trouver des solutions. Il y a des solutions aujourd'hui qui se développent pas mal aux États-Unis et en Asie, ce qu'on appelle les PRT, Personal Rapid Transit, qui sont en fait, plutôt que d'avoir des trains, des tramways, on a ce qu'on appelle des pods. Des pods. OK. Donc, ce sont des mini-véhicules. Des petits véhicules, oui. Avec 4, 6 personnes, maximum 8 à l'intérieur, qui vont se déplacer soit sur un corridor dédié, donc ça, c'est les solutions qu'on implémente aujourd'hui, mais dans un futur proche, dans la rue, c'est-à-dire qu'on va là commencer à parler d'intelligence artificielle, de véhicules autonomes, complètement autonomes, qui viendront vous chercher devant la porte de chez vous et vous emmèneront jusqu'à la station de métro la plus proche ou le lieu que vous souhaitez. Donc c'est réellement, je pense, les directions dans lesquelles on s'oriente. Donc des voitures sans chauffeur, mais qui roulent dans le trafic, les lumières, les gens qui traversent, mais 100% autonomes. Mais justement, l'idée, c'est de remplacer ce trafic. Il faut imaginer que ce qu'on trouve aujourd'hui dans nos centres-villes, dans quelques dizaines d'années, ce sera plus comme ça. C'est pas possible. Ouais. On n'autorisera plus les voitures de Monsieur Tout-le-Monde à venir dans les centres-villes. Julien, Sarah, merci beaucoup. C'était très éclairant et ça nous projette aussi un peu dans le futur et qu'est-ce qui s'en vient au Québec et ailleurs. Merci. Merci. Aujourd'hui, on conclut l'épisode de Prochaine Station avec Rose. Rose, tu es notre conseillère numérique au Réseau Express métropolitain et tu vas nous présenter tout au long de cette série balado les coulisses de différents projets spéciaux que notre équipe des communications a menés. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que c'est toute une histoire sur le design des voitures du REM. Puis les voitures du REM, les gens les voient là, présentement déjà circuler, mais ils vont faire partie du quotidien. On les voit circuler à Montréal. On va embarquer, passer beaucoup de temps. Donc, tu vas nous parler un peu comment ça s'est décidé, tout ça, ce fameux design des voitures. Oui, bien d'abord, c'est un modèle qui existait déjà. C'est le modèle Métropolis. On le voit dans d'autres villes à travers le monde, Paris, Tokyo, Copenhague, Séoul, Vancouver. Donc, il a fait ses preuves ailleurs, mais c'est toutes des villes qui ont un climat quand même différent de nous. Nous, on a nos hivers. Donc, la voiture, elle a quand même été adaptée à notre climat ici, qui est particulier. Une chance, oui. Bien, il fallait. On n'avait pas le choix. Mais on a quand même eu une opportunité de faire impliquer le public là-dedans dans le choix du design, en fait. Et dans le cadre d'une consultation publique, les gens ont eu à voter pour 3 modèles différents de design de voiture. Et c'est finalement le modèle Saint-Laurent qui a gagné. Ouais. Et ce qui est particulier, bien, c'est qu'il y a un rappel du pont Champlain dans les phares à l'avant. En fait, ça rappelle les aubans. Les aubans, c'est les espèces de câbles qu'on voit d'attacher au pylône principal du pont. Donc, si vous regardez la voiture de face, maintenant, vous allez le voir, là, il y a des espèces de lignes dans les phares qui sont très, très distinctives de ce modèle-là. Puis, tu parles de consultation, c'était important pour nous parce que c'est quand même historique de dire, hey, on choisit de quoi auront l'air les voitures qui vont circuler pendant des années, mais dans certains cas, il faut le dire aussi, c'était pas que des choix esthétiques, si je peux dire, il y avait aussi dans les choix de couleurs une certaine fonctionnalité. Oui, bien, c'est ça, tu parles des couleurs à l'intérieur de la voiture. Oui, bien, en fait, il y a un jeu de couleurs, donc il y a le vert signature ainsi qu'un vert qui est plus foncé. En fait, ça permet de distinguer différents éléments. Entre autres, il y a les tripodes, je pense que c'est comme ça qu'on appelle, exact, pour se tenir, qui sont d'une couleur d'un jaune fluo, là, qu'on voit très bien pour les gens qui ont des limitations visuelles. Il y a aussi les espaces qui sont réservés, un peu comme qu'on le voit dans le métro Montréal, qui sont d'une autre couleur, justement, pour qu'on puisse facilement les repérer. Je vais te dire un secret. Si les gens sont hyper attentifs, là, les poignées pour se tenir dans les voitures du REM, le vert ressemble beaucoup au vert de la marque REM, mais c'est pas exactement le même parce que sinon, on n'aurait pas atteint le niveau de contraste souhaité pour que quelqu'un puisse vraiment le voir parce qu'on allait vraiment dans les détails au niveau des déficiences visuelles. Donc, les poignées
poignée là, pour les œils de lynx, là, il n'est pas exactement notre verre. Donc, on a fait un pli sur notre marque, mais au final, c'est parce qu'on voulait que ça soit avant tout fonctionnel pour toutes les personnes, même avec des limitations visuelles. Oui, puis il y a aussi le fait que, étant donné qu'il n'y aura pas de chauffeur à l'avant de la voiture, bien, il va y avoir une fenêtre à la place où d'habitude il y a un espace qui est fermé, qui est clos. Bien, on va avoir une vue sur Montréal, on va avoir une vue autant à l'avant qu'à l'arrière, en fait. Puis ça, là-dessus, un petit point, là, on a demandé aux équipes d'Alstom, puis on est content qu'ils nous aient écoutés. À un moment donné, on a vu la baie vitrée avant, puis on était tous très excités de dire « Wow, la vue sur le pont, entre autres, va être incroyable. » On a dit « Baissez la vitre le plus possible. » On s'est dit « Votre objectif, là, c'est qu'un enfant de 5 ans là, qui se tient à l'avant, lui aussi puisse voir. » Donc, les gens vont remarquer, là, il y a un dénivelé un petit peu plus prononcé pour la baie vitrée centrale, parce qu'on voulait vraiment que même un enfant puisse voir. Puis ça, on a vraiment poussé le design jusqu'à ces limites-là. Je termine avec quelques chiffres. En fait, on se fait souvent demander la question, il y a combien de places? En fait, il y a 128 sièges et jusqu'à 780 personnes qui peuvent embarquer quand il va y avoir 4 voitures ensemble. Sinon, la vitesse, on se le fait aussi beaucoup demander. En fait, en moyenne, ça va être 51 km/h et il y a certains endroits, comme entre autres au niveau du pont, que la voiture va pouvoir atteindre des vitesses comme 100 km/h. Exactement. Puis si les gens sont curieux et veulent en savoir plus, on a fait une vidéo Destination REM. C'est un peu un petit documentaire sur le design des voitures avec 2 personnes. Xavier Allard, qui était le chef là, du design de la voiture du côté d'Alstom, et Sarah Demers dans notre équipe qui était graphiste. Puis on voit un peu les coulisses justement du dessin. Puis tu le sens, la fierté. Tu sais, quand tu dessines une voiture comme ça de métro, tu te dis il faut que ça soit un reflet de la ville. Donc pour nous, puis j'espère que les gens vont le voir comme ça, là, on veut que ça fasse partie du paysage, on veut que ça fasse partie des meubles. Puis dans quelques années, ben ça fasse partie là, de notre future réalité. Merci Rose. Merci. Prochaine Station est un balado produit par CDPQ Infra. Si vous avez des questions concernant le REM, visitez notre site web rem.info ou suivez-nous sur les médias sociaux.